Les photos de traînées de lumière ou encore de tracés de lumière sont des photos où l'on capture de la lumière en mouvement. C'est finalement assez vaste comme sujet, mais dans ce podcast, on va se concentrer sur les traînées de lumière dues aux véhicules motorisés uniquement. En effet, bien souvent pour ce type de photo, on va photographier le trafic. C'est le plus simple et le plus évident. J'ai déjà fait un petit podcast sur les sujets et les lieux et l'un des meilleurs moments pour ce type de photo. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je l'ai publié la semaine dernière. De cette manière, voilà, ça permet de pas faire un podcast trop long ici, parce qu'ici, il va être assez chargé avec le matériel, les réglages, tout ça, tout ça. Et donc, dans ce podcast, on va plutôt se concentrer sur le matériel, les réglages et l'exposition. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à une formation vidéo gratuite sur les bases de la photo. Si vous rendez sur l'article qui est lié à ce sujet, donc les traînées de lumière, que je laisse en description, apparemment je peux maintenant mettre des choses dans des descriptions. Vous pouvez trouver l'article plus complet en description et aussi éventuellement vous pouvez aller directement sur photomaniac.fr et taper traînées lumière. Vous aurez tombé sur l'article et sur cet article vous aurez un guide gratuit à télécharger sur les bases de la photo si ça vous intéresse. Alors pour commencer, le matériel. Au niveau du boîtier, globalement n'importe quel boîtier devrait faire l'affaire du moment qu'il permet de régler un temps de pause d'au moins 5 secondes. A noter quand même que les boîtiers 24x36 dits full frame produisent généralement moins de bruit numérique que les capteurs plus petits pour une même valeur ISO. Donc généralement les capteurs plus grands sont plus intéressants pour les photos en basse lumière. Mais pour ce type de photo on exposera pendant plusieurs secondes, ce qui fait que normalement on n'aura pas besoin de trop augmenter la sensibilité ISO, donc même un boîtier avec un petit capteur devrait suffire. Pour l'objectif, là aussi, vous pouvez utiliser n'importe quel objectif, de l'ultra grand angle au téléobjectif. En fait, plus votre scène sera large, plus il vous faudra un objectif court pour avoir un large angle de champ, comme un grand angle par exemple, entre 24 et 35 mm, donc en équivalence 24x36. Et les objectifs fisheye et grand angle sont aussi les mieux adaptés pour les points de vue en hauteur sur les rues des villes, ou pour avoir de grands monuments dans votre cadre. Avec ce type d'objectif, les tracés sont aussi plus fins et plus élégants. Les téléobjectifs, quant à eux, fonctionnent mieux lorsque vous photographiez une route, par exemple. Les traînées se perdent dans le lointain grâce à leur effet de compression de la perspective, et ce type d'objectif donnera des traînées de lumière plus épaisses, car on sera généralement plus proche d'elles visuellement. Ensuite, un trépied, c'est un accessoire indispensable pour ce type de photo, parce qu'en effet, vous ne pouvez pas réaliser de prise de vue à main levée avec de longues pauses. Cela introduirait beaucoup de flou de bouger dans votre photo, dû au tremblement de l'appareil photo qui est tenu par vos mains. Ensuite, un déclencheur à distance, donc toujours lié à la stabilité, il va permettre d'éviter le contact direct avec votre appareil photo pour réduire du coup tout risque de flou de bouger. Ensuite, un pare-soleil, donc c'est pas un accessoire essentiel, mais il peut aider à éviter les reflets de la lumière ambiante sur votre photo. Les reflets peuvent être quand même assez courants et assez problématiques dans les zones urbaines. Je vous rappelle que le pare-soleil ne bloque pas les rayons des sources de lumière qui sont directement dans le cadre, donc dans votre photo, mais uniquement des sources qui sont hors cadre, donc non visibles sur la photo. Et enfin, une lampe torche ou une lampe frontale pour vous aider à vous repérer dans les environnements sombres et vous rendre plus visible des autres. Donc c'est aussi important pour la sécurité. Ensuite, on passe au réglage. Au niveau de la prise de vue, je vous conseille de prendre en RAW ou en RAW plus JPEG, parce que la prise de vue brute vous donnera beaucoup plus de contrôle créatif et de latitude pour corriger la balance des blancs, récupérer des détails ou réduire le bruit au post-traitement. Pour les ISO, vu que vous serez sur des temps de pause plutôt longs, vous pourrez régler votre appareil photo sur des valeurs basses comme 100 ou 200 ISO par exemple. Ça permettra aussi de limiter le bruit numérique. Vous pouvez aussi les laisser en automatique si vous pouvez les régler sur une plage d'ISO. Donc en fait ça permet d'avoir une limite haute et une limite basse. Par exemple vous mettez entre 100 et 200 et ça dépassera pas ces valeurs. Ça permet de ne pas avoir de surprise une fois que vous rentrez chez vous avec beaucoup de bruit numérique par exemple dû à une montée en flèche des ISO. Pour l'ouverture vous pouvez commencer à f8. Mais il faut savoir que l'ouverture va dépendre de différents facteurs, de différents paramètres, notamment de l'orientation de vos traînées lumineuses et ou de la scène. Si la scène ou les traînées lumineuses s'étendent en profondeur, alors une petite ouverture et donc une grande profondeur de champ peuvent être pertinentes. Ça dépend aussi de ce que vous permet de régler votre temps de pause et vos ISO, mais aussi de l'effet que vous souhaitez obtenir. Si vous souhaitez par exemple obtenir de longues traînées lumineuses intenses, alors vous allongerez votre temps de pause. Et pour éviter une surexposition, vous serez peut-être contraint de fermer l'ouverture pour compenser. Pour le temps de pause, visez 5 secondes au minimum pour avoir de longues traînées de lumière continues. Et ensuite, vous pouvez augmenter de 5 en 5 pour voir ce qui vous convient le mieux. À titre informatif, de nombreux photographes se règlent sur 10, 20 voire 30 secondes et généralement ça fonctionne bien. Pour les temps de pause qui vont au-delà de 30 secondes, il faudra passer en mode bulb.
Le réglage du temps de pause dépend de l'intensité de la source, de sa vitesse de déplacement et de l'effet que vous souhaitez obtenir. Plus le temps de pause est long, plus vous allez enregistrer de traînées en quantité, et plus elles seront longues et plus elles seront intenses. Parce que du coup, elles vont se superposer les unes sur les autres. Le mode de prise de vue, il sera manuel pour un contrôle total, parce qu'en effet, ici, le posemètre de notre appareil photo ne va pas comprendre ce qu'on veut faire, et vous allez donc devoir reprendre le contrôle pour lui expliquer un petit peu ce que vous voulez faire. Pour la balance des blancs, vous pouvez vous régler sur tungstène ou incandescent, mais le problème c'est que vous allez avoir un mélange de températures de couleurs différentes, parce qu'il y aura différentes sources de lumière avec différentes couleurs, et donc c'est pas sûr que ces réglages fonctionnent. Mais si vous photographiez en RAW, vous pourrez équilibrer très facilement et avec beaucoup de précision la balance des blancs en post-traitement, sans trop du coup vous en soucier à la prise de vue. C'est pour ça, entre autres, que je vous conseille de prendre en RAW. Au niveau de la stabilisation de l'image, sur trépied, il est conseillé de désactiver la stabilisation. La seule exception, c'est dans le cas où vous vous situez sur des ponts ou des structures suspendues, parce qu'en effet, à ces endroits, le passage de la circulation peut y créer des vibrations qui provoqueront un tremblement de l'appareil photo et ruineront votre image, parce que du coup, ça créera du flou de bouger. En ce qui concerne la mise au point, comme vous photographiez en basse lumière, la mise au point automatique ne fonctionnera généralement pas. Donc il va falloir passer en manuel. Ce que vous pouvez faire, c'est que pour commencer, vous pouvez vous mettre en mise au point automatique pour avoir une première mise au point approximative. Vous pouvez utiliser l'écran LCD en mode Live View et zoomer du coup dedans pour voir ce qui se passe. Ensuite, vous allez passer en mode manuel et vous allez ajuster la mise au point manuellement du coup avec la bague de mise au point de votre objectif, toujours en mode Live View, toujours zoomé, afin d'être extrêmement précis. Et donc vous allez ajuster la bague de votre objectif jusqu'à avoir le plus de netteté possible à l'endroit que vous visez. Alors attention, si vous déplacez ou changez la distance focale de votre objectif, il faudra refaire tout ce processus de mise au point. Vous pouvez aussi arriver quand il reste encore assez de lumière. De cette manière, vous pourrez utiliser la mise au point automatique en faisant par exemple la mise au point sur un objet lointain pour faire la mise au point à l'infini. Et ensuite, vous allez bloquer la mise au point pour le reste de la séance. Mais là aussi, du coup, si vous changez quelque chose, si vous déplacez ou si vous changez la distance focale, eh bien, il faudra refaire la mise au point. Vous pouvez activer l'option Long Exposure Noise Reduction, donc c'est la réduction du bruit pour les longues expositions, et notamment les appareils photo Nikon qui en sont équipés. C'est un réglage qui permet de réduire le bruit en prenant 2 photos l'une après l'autre, mais le bémol du coup avec cette option, c'est que chaque prise de vue prend 2 fois plus de temps. Maintenant, on passe à la gestion de l'exposition. L'exposition est assez aléatoire avec ce type de photo, mais c'est compensé par l'effet créatif des tracés. En effet, ici on ne cherche pas à avoir le fichier photo brut le plus optimisé possible, mais plutôt à tenter quelque chose d'expérimental. Vous pouvez vous servir de votre écran LCD et ou de votre histogramme. Alors c'est pas rigoureusement des outils de mesure d'exposition, mais c'est juste plutôt des indicateurs, donc ça sera assez imprécis. Avec l'écran LCD, vous pouvez du coup vous poser la question de est-ce que votre photo semble globalement trop claire ou trop sombre, et est-ce qu'il y a des zones qui devraient être sombres qui sont claires ou inversement. Si la photo est globalement trop claire, c'est que vous êtes surexposé, et si elle est globalement trop sombre, c'est que vous êtes sous-exposé. Alors, petite remarque, votre écran LCD est rétroéclairé, donc en fait il produit de la lumière, et donc il aura toujours tendance à montrer les choses plus claires qu'elles ne le sont vraiment. La conséquence, c'est que vous aurez plutôt tendance à juger que vos photos sont surexposées, et du coup, vu que vous adapterez vos réglages, vous aurez plutôt tendance à sous-exposer vos photos, donc il faut garder un petit peu ça en tête, que l'écran il est rétroéclairé. L'histogramme, lui, c'est un outil statistique qui vous donne la proportion et la répartition de la tonalité des pixels sur votre photo. L'histogramme, il vous sert donc à voir si la photo capturée est cohérente avec la scène capturée. Et ça aussi, on le fait à l'œil, donc c'est pourquoi c'est aussi imprécis. Si vous photographiez de nuit, votre scène sera globalement sombre avec quelques zones très claires, avec du coup les traînées de lumière, et vous allez avoir donc 2 repères. Le premier repère, c'est la grosse bosse qui va représenter la majorité de vos pixels sombres. Ils peuvent aussi être un peu moins sombres si vous photographiez un peu plus tôt dans la journée. Et vous allez essayer de les mettre à gauche, mais pas tout à fait à gauche, pour ne pas avoir trop de noir bouché. Et si c'est plutôt dans la journée, vous pouvez les décaler un peu plus vers le milieu. Le deuxième repère, c'est la petite bosse ou une fine colonne tout à droite de l'histogramme, qui représenteront, eux, vos très hautes lumières, donc vos tracés lumineux. Donc le but, c'est vraiment d'avoir cette grosse bosse à gauche, mais pas totalement à gauche, et d'avoir du coup aussi à droite une colonne ou une petite bosse pour les très hautes lumières. Et donc si votre pic sur la droite il n'est pas présent et que votre grosse bosse elle est trop sur la gauche, et bien c'est que votre photo est sous-exposée. Et si le pic tout à droite est trop large et vous semble disproportionné par rapport aux très hautes lumières des traînées lumineuses qui sont présentes dans la scène, c'est que votre photo est surexposée. Et si la grosse bosse elle est au milieu ou sur la droite alors qu'il fait nuit, vous êtes aussi sans doute surexposé.
Alors petite remarque, les deux repères dont je vous parle, ils fonctionnent bien pour le type de photo qu'on est en train de voir ensemble. Donc souvent c'est des photos qu'on fait plutôt la nuit ou quand il fait presque nuit et où on a du coup une route avec des tracés de lumière. Mais ce sera du coup à ajuster en fonction de la scène qui est devant vous. Et donc forcément le but ça va être d'ajuster l'histogramme et pour ramener l'histogramme sur la gauche, donc pour exposer moins, vous allez raccourcir le temps de pause et ou fermer l'ouverture et ou diminuer les ISO. Et pour amener l'histogramme sur la droite, donc augmenter l'exposition, vous allez allonger le temps de pause et ou ouvrir l'ouverture un peu plus et ou augmenter les ISO. On arrive à la fin de ce podcast sur les traînées lumineuses, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner ou me suivre là où vous écoutez mon podcast. Je vous laisse aussi différents liens en description s'il y a une description à l'endroit où vous m'écoutez. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à une formation vidéo gratuite sur les bases de la photo. Et si vous rendez sur photomaniac.fr sur mon article de traînées de lumière par exemple, en cliquant sur lire le blog mais en mettant traînées de lumière, sur cet article ou sur n'importe quel article d'ailleurs, vous pourrez télécharger un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, à aller faire un tour si quelque chose vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos traînées de lumière et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.